traverse des tunnels, on débarque sur la mer, bleue, magnifique, le soleil, cette belle vue sur Marseille. C'est une ligne très attachante. La Côte Bleue, il faut que je sois à côté, j'en ai besoin hebdomadairement pour respirer, quoi. Respirer, vivre de ces lumières, de cette mer, de ces calanques et de ces sentiers. Et si nous prenions un billet de train pour la ligne de la Côte Bleue? Le train express régional à destination de Marseille-Saint-Charles via Port-de-Bouc. Départ 7h09. Nous embarquons à bord du TER Miramas-Marseille pour un parcours enchanteur le long de la Côte Bleue. Cette ligne, Éric Baron la connaît sur le bout des doigts. Il en est le responsable des opérations. Bonjour. Tu vas? Ça va, ça va. Je t'accompagne jusqu'à Marseille. D'accord, très bien, ok. Pas de problème. T'as dû voir de belles couleurs ce matin sur la Côte Bleue. Ah ouais. Ce matin, ouais. Le lever du soleil était magnifique. Le train de 7h09 est pile à l'heure. Départ pour l'un des trajets les plus spectaculaires du réseau SNCF, sur des rails suspendus entre ciel et mer. De Miramas, la voie file vers le sud, direction Port-de-Bouc, puis longe la Côte Bleue pour atteindre Marseille, son terminus. La ligne a été inaugurée en 1915. Son histoire est liée à l'essor industriel et touristique de la cité phocéenne et sa région. Aujourd'hui, elle sert toujours au transport de marchandises et fait le bonheur des habitués et des touristes. Ensuite, lorsque j'étais cadre, j'ai occupé différentes fonctions. À un moment donné, j'aurais pu aller prendre un poste pour encadrer des conducteurs de TGV. J'avais des missions en cours, donc j'ai préféré rester sur le TER et sur la ligne de la Côte Bleue. Et aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas ce choix. Nombre de conducteurs partagent l'amour qu'Éric Baron porte à sa ligne. Les horaires décalés qui nous laissent un petit peu de temps. Et surtout, c'est pas un métier routinier où tous les jours on a de nouvelles missions à faire et on ne s'ennuie jamais. Voilà. On a toujours de nouveaux défis à relever. Et je trouve ça intéressant de ne pas avoir un métier qui puisse devenir ennuyeux avec le temps. Avant la gare de Fos-sur-Mer, le train passe le long de l'étang d'Angrenier. Il doit cette teinte cuivrée à une forte concentration en sel. La région compte de nombreuses étendues d'eau saumâtre. Il y a plus de 2600 ans, les commerçants étrusques en prélevaient déjà le sel. Les salins de l'étang de Berre sont encore en activité. Cette lagune côtière est à la fois un paradis pour les oiseaux et un site industriel. C'est le plus grand étang salé de France. Mais l'exploitation hydrologique de la région a modifié son écosystème. L'étang est de moins en moins salé.
La centrale hydroélectrique voisine rejette les eaux douces de la Durance dans l'étang. Alors le salin de Berre fonctionne avec des saumures de Manosque qui descendent par des pipelines, hein, ce qui les ramènent vers le salin. Et nous les étalons sur les partennements comme celui-là, par exemple, nous étalons la saumure là-dessus. Et après, nous les rentrons dans les cristallisoires pour fabriquer le sel. Ce sel est ramassé vers le mois de septembre, 4 mois après à peu près, et il est amené sur les routes de déneigement dans les Alpes. Le sel qu'on extrait ici n'est pas à proprement parler du sel marin. On récolte annuellement 50 000 tonnes de sel, uniquement destinées au déneigement de la voirie. L'apport en eau douce nuit aussi à la pêche. Le soleil se lève sur l'étang de Berre. Aline est la seule femme patronne de pêche de l'étang de Berre. En 1957, la pêche professionnelle avait été interdite suite à la pollution massive des eaux par les usines pétrochimiques voisines. Une prise de conscience locale a permis de réduire les nuisances. Et depuis 1994, le site a rouvert à la pêche. Pendant plusieurs années, on a eu un excès d'eau douce dans l'étang de Berre qui a été dû à la centrale hydroélectrique que vous voyez derrière vous. Et du coup, cet excès d'eau douce, elle a tué tout ce qui était plancton, coquillages, tout ça. Elle a tout bouleversé l'étang. Et du coup, les poissons, ils ne rentraient plus dans l'étang. Et en fait, les pêcheurs, ils ont été obligés de s'arrêter, de se reconvertir, tout ça. Pour notre cas, nous, on est partis faire la pêche en mer. Depuis quelques années, des actions locales ont permis d'améliorer la qualité de l'eau. Il est 9h30. Aline et son matelot du jour ont déjà plusieurs heures de travail derrière eux. Mais la journée n'est pas terminée. Les sols sont destinés au marché aux poissons de Marseille. Après l'effort, le réconfort. Aujourd'hui, Aline est accompagnée de Jean-Claude Bourgault, le créateur de la coordination des pêcheurs locaux, une organisation en pointe pour la défense de l'étang. Sur l'étang, la pêche dépend davantage des saisons qu'en mer. En hiver, l'activité est pratiquement à l'arrêt. Il est plus facile d'en vivre à la belle saison. Aujourd'hui, on a dû faire une quarantaine de kilos. Et on va la mettre à 7 € à peu près. À peu près, ouais. Voilà. Ça fait une journée, ça fait une belle journée. C'est une belle journée aujourd'hui. Voilà. Après, il y a des jours où on pêche moins et bon, ça arrive qu'on fasse un petit peu plus des fois, mais bon. Ça, c'est une belle journée, voilà, en moyenne. L'étang de Berre, ici à l'arrière-plan, est relié à la Méditerranée par un chenal de 6,5 km, le canal de Caronte. La ville de Martigues s'étend de part et d'autre du canal, côté étang. Ces quais pittoresques ont valu à la cité le surnom de Petite Venise provençale. La ligne ferroviaire franchit le canal sur un ouvrage d'art remarquable. Il s'agit d'un pont tournant. La travée centrale pivote sur sa pile pour laisser passer les grands bateaux.
le viaduc de Caronte fait la fierté des cheminots locaux. Je suis né ici, né à Martigues. J'ai grandi en observant aussi ce pont qui tournait, qui m'intriguait. Donc voilà, puisqu'avec mes parents, nous venions à la plage ici prendre le bain. Voilà, donc je voyais ce pont, on était en admiration. Et c'est une histoire de famille aussi pour le métier que je fais. C'est-à-dire que mon grand-père était agent SNCF, mon père l'était aussi. Ils sont maintenant à la retraite et c'est moi qui prends le flambeau, quoi. Voilà. Alors, je me suis retrouvé ici par envie. Ça m'a attiré. Ce pont-là, j'en ai une petite affection. Donc voilà, pour moi, c'est un honneur d'être là. Le bloc treillis de 114 mètres de long tourne chaque jour à heure fixe. Il libère ainsi le passage pour les navires dont le tirant d'air est de plus de 20 mètres. Ce pont, inauguré en 1915, a toujours eu une importance stratégique. En 1944, les Allemands dynamitent la tour de contrôle et la travée tournante, bloquant ainsi le trafic ferroviaire et maritime sur le canal de Caronte. En 1946, on pose une travée provisoire. Et puis en 1952, la reconstruction du viaduc commence. Les travaux sont effectués par la société qui avait construit le viaduc quelques 30 ans plus tôt. Le chantier dure 2 ans. Le nouveau viaduc de Caronte ouvre à l'hiver 1954. Le prochain train approche. Il est temps de fermer le pont. L'opération prend environ 3 minutes. Sur le viaduc, le TER est limité à 80 km/h. Au bout d'un petit kilomètre, le train retrouve la terre ferme. Au loin, on aperçoit la raffinerie de Fos-sur-Mer, point de départ du tronçon de l'oléoduc sud-européen qui se prolonge jusqu'à Karlsruhe, en Allemagne. L'été, le trajet en train le long de la Côte Bleue est particulièrement apprécié. Les week-ends et jours fériés, un pass journalier permet d'emprunter le train à volonté pour 6 €. On peut ainsi aller à la mer en toute sérénité. Moi, je trouve qu'il apporte une sérénité. Voilà, il est calme, il est serein, même les voyageurs qui sont dedans sont plus détendus. Ils ont aussi le regard illuminé sur l'extérieur. Le tronçon le plus pittoresque de la ligne commence à Couronne, avec un premier pont à voûte en maçonnerie. Le train est tout aussi agréable pour les touristes que pour les habitués de tous âges. C'est un choix pratique dans un premier temps, parce que évidemment sur Marseille c'est très difficile de circuler, c'est très difficile de se stationner. Et quand on a un train magnifique comme celui-ci, c'est fabuleux. On ne peut qu'apprécier ces conditions de transport. Frédéric Bertin fait le trajet Saucé-les-Pins-Marseille depuis 15 ans. Ma mère, elle m'a dit quoi? J'ai dit, je vais passer à la télé. Elle m'a dit quoi? Eh bien écoutez, parce que je me suis fait des amis, notamment voilà, des amis de train. D'ailleurs, on se fait une réunion une fois par an, on se fait des apéritifs TER sur la plage, on se réunit, toutes nos connaissances. On commence à être un petit paquet voilà, et puis je me suis fait de vraies amitiés. Et puis c'est tellement confortable. Voilà, vous prenez le train pendant 40 minutes, vous papotez avec des gens sympathiques, c'est très agréable.
Avant l'ouverture de la voie de chemin de fer en 1915, Carry-le-Rouet était un simple village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est l'une des grandes stations balnéaires de la Côte Bleue. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Marseillais fortunés y ont fait construire des résidences secondaires. Cette belle villa a été bâtie par un célèbre comédien né à Marseille en 1903, connu pour son interprétation de Don Camillo à l'écran, Fernandel. À Carry-le-Rouet, l'enfant du pays savait recevoir. Il avait un cercle d'amis qu'il recevait sur la terrasse qui est derrière. Et il avait une particularité, Fernandel, c'est qu'il adorait les fruits de mer. Et un pêcheur de fruits de mer, quand il était là, il allait pêcher à 30 mètres de profondeur et il lui ramenait ce qu'on appelle des violets, c'est très iodé, et des oursins. Et lui, c'était son régal. La Côte Bleue est moins connue que sa grande sœur, la Côte d'Azur. Mais elle est aussi moins fréquentée. Notre conducteur ignorait même son existence avant de prendre ses fonctions ici. Moi, je ne connaissais pas du tout la Côte Bleue avant de rentrer à la SNCF. J'ai découvert la ligne de la Côte Bleue particulièrement au tout début de mes années de conducteur. Et je trouve cette ligne très jolie et j'apprécie de travailler dessus. Ouais. Surtout quand la ligne traverse de tels paysages. Dans la garrigue, non loin de là, nous rencontrons André. Il est le descendant d'une lignée de chevriers remontant à 15 générations du côté paternel et davantage encore du côté maternel. Après, vous savez, c'est un métier passion, c'est un sacerdoce. Il faut être animé, disons, par cette volonté de savoir qui on est, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, à un moment donné, j'ai été conscient qu'il fallait que j'accroche mon maillot à cette chaîne pastorale qui perdure depuis des siècles. Ici, on élève des chèvres du Rove depuis des temps immémoriaux. Cette race rustique, peut-être originaire de Mésopotamie, a fini par prendre le nom de ce terroir de Provence qui l'a façonné. André traite ses 400 chèvres 2 fois par jour avec son fils. Le lait est riche en matières grasses et en protéines. Le lait est transformé dans le village, au sein de la petite exploitation familiale. C'est ici que depuis 40 ans, la femme d'André fabrique une spécialité locale, la brousse du Rove. En fait, moi j'aime bien au printemps. Au printemps, il y a quand même pas mal de fleurs, c'est assez varié. Donc c'est vrai qu'on dit toujours que les brousses de printemps, c'est les meilleures. Mais bon, là on est en été, elles sont pas mauvaises non plus. Puis il y a quand même toujours des romarins, il y a toujours des herbes aromatiques. Donc du coup, comme elles le mangent, ça varie. Le goût, ça change selon la saison. La brousse du Rove est entièrement confectionnée à la main, de façon traditionnelle, à partir du lait entier des chèvres.
Il n'y a aucun fromage en fait qui est fait par floculation comme ça. C'est que la brousse du Rove. Hein. Maintenant on va récupérer donc tous les flocons, on va les récupérer dans un tamis. Après c'est un travail de patience, voilà, hein, parce que les étuis, bon, ils sont pas gros, hein, donc il va falloir tout remplir à la petite cuillère, donc faut pas être pressé. C'est un travail de patience. La brousse du Rove a obtenu son appellation d'origine contrôlée en mars 2018. C'est bon pour les deux voitures. Hein. Du Rove à la Côte Bleue, il n'y a qu'un pas. En été, la fréquentation de la zone explose, au point qu'il a fallu réglementer l'accès aux calanques. À Méjean, la commune d'Ansuès a mis en place un barrage filtrant. Vous avez ici un autocollant de vignette de la commune d'Ansuès, marqué 2018. Les personnes qui ont ce passe-là sont de la commune ou des calanques qui peuvent passer. Après, vous avez les gens qui sont en location, courte ou longue durée, et ceux qui vont au restaurant qui ont un mot de passe. Il y a 2 restaurants dans les calanques. Allez-y, madame. Bonne journée. S'il vous plaît, arrêtez. Les calanques sont fermées à la circulation. De 9h à 19h, à partir de là, vous pouvez y aller, mais à pied, il faut vous garer en bas de la descente. Si le viaduc de Méjean enjambe aisément le ravin, il faut avoir de bonnes jambes pour accéder à pied à cette minuscule baie. Les calanques sont l'un des grands attraits de la Côte Bleue, mais elles sont souvent difficiles d'accès. À Méjean, le mange-tout est une institution. Le cabanon a ouvert il y a un demi-siècle et tient son nom de la spécialité locale. Des petits poissons frits qu'on mange traditionnellement entiers avec les doigts. La maison ne désemplit pas et fait plusieurs services. Alors ici, on fait beaucoup des petites fritures, les petites fritures de poisson. Après, on fait beaucoup du poisson frais, qu'on travaille avec les pêcheurs du coin, le plus possible. Et après, on travaille avec le fromage, la brousse du Rove. Ce sont les bergers d'à côté, le fromage de la spécialité des chèvres du Rove. C'est une race endémique ici. On ne peut pas faire plus local et plus frais. La brousse du Rove est servie avec un petit verre de rhum et du sucre de canne. Un dessert rafraîchissant par une chaude après-midi d'été. Un peu fort même. Moi je pense qu'on devrait prendre que le rhum. Que le rhum, c'est à Suède. Non, le rhum. Ah, c'est chez toi. Dans le train, nous rencontrons un trio de randonneurs. Pour faire une randonnée qui nous tient à cœur, puisque nous allons aller vers des calanques qui sont sur la Côte Bleue et qui, en principe, avec le beau temps, va nous apporter le plaisir peut-être de nager, mais de me randonner autour. Et puis on peut faire de gare en gare, vous savez qu'automatiquement c'est un avantage SNCF. La voie épouse ici le littoral de la Côte Bleue. Nous y rencontrons un Allemand tombé amoureux de la région. Kai Rademacher est auteur de romans policiers.
La ligne de la Côte Bleue lui a même inspiré l'un de ses romans. Les sentiers de la Côte Bleue sont très escarpés. Alors il arrive que les gens de la région suivent la voie ferrée. C'est plus facile. Et comme la ligne passe par des tunnels et des ponts, bien sûr, il y a des accidents. En tout cas, il y en avait autrefois. Aujourd'hui, c'est devenu plus rare. Mais je me suis inspiré d'un accident qui a vraiment eu lieu. J'ai trouvé que cette ligne de chemin de fer pittoresque faisait un décor parfait pour une embuscade. Et dans mon roman, l'un des protagonistes tombe dans un piège tendu dans un tunnel. Le chapitre macabre de ce roman s'intitule « La mort sur les rails ». La victime est une militante écologiste, retrouvée morte dans un tunnel ferroviaire. Marcher le long de la voie ou la traverser a longtemps été un sport local. Dans les années 2000, on comptait encore entre 4 et 5 morts par an. Depuis, une campagne de prévention a porté ses fruits. Il y a quelques années, donc, les marcheurs, pas vraiment les vrais randonneurs, mais plutôt les marcheurs qui voulaient aller directement dans les calanques, utilisaient la voie ferrée pour se rendre plus rapidement dans ces calanques. Donc ça a été un de mes soucis lorsque je suis devenu cadre, puisque j'ai commencé à la SNCF en tant que conducteur de train, puis j'ai repris mes études. Et lorsque je suis passé cadre, donc ça a été un petit peu un leitmotiv pour moi de mettre en sécurité cette ligne. Nos randonneurs descendent du train. Nous allons les suivre sur leur parcours préféré, le sentier des douaniers entre Méjean et Niolon, une randonnée d'une dizaine de kilomètres. Les trois amis fréquentent ces chemins escarpés depuis leur jeunesse. Eh bien, on longeait la voie de chemin de fer et quelquefois on prenait des raccourcis par des tunnels, c'était pas très prudent. Et ça nous permettait d'aller plus vite se baigner pour gagner tout ce temps-là. Mais en fait, maintenant c'est sécurisé et c'est plus le cas, heureusement. Il fallait être prudent, il fallait avoir l'oreille fine. On entendait le train arriver, on se mettait dans les abris ou on sortait vite en courant. Voilà, il faut connaître les horaires de chemin de fer. Et puis, le trafic quand même. Le train, on l'entend après avec certains bruissements sur les rails. Ouais, mais il y a quand même plus de 45 trains qui passent par jour. Hein. Oui, quand même. C'est énorme. La randonnée entre mer et falaise est rythmée par le passage des petits convois ferroviaires. Les montées et les descentes s'enchaînent. Le dénivelé cumulé est d'environ 200 mètres. Mais le marcheur est récompensé par ces points de vue magnifiques qui surgissent au détour de la Pinède. Un point de vue qui avait aussi une importance stratégique. Le chemin se poursuit jusqu'à la calanque de l'Hérovine, avec sa petite plage enchanteresse. L'été, il est conseillé d'emporter au moins 2 litres d'eau pour faire cette randonnée. La chaleur de midi est souvent accablante. Et voici le viaduc de l'Hérovine. Le train bleu paraît flotter au-dessus des eaux. La ligne offre des points de vue imprenables sur ces paysages qui ont façonné l'âme marseillaise.
Ce sont des gens qui ont un sacré caractère. Ils préfèrent rester entre eux et apprécient modérément leurs voisins d'Avignon ou même d'Aix-en-Provence, par exemple. Ils les appellent les étrangers du dehors. C'est une sorte de double négation. Non seulement les autres sont des étrangers, mais en plus, ils sont de l'extérieur. Les Marseillais placent la frontière quelque part à la périphérie de leur ville. Le paysage est magnifique, mais les habitants ont un esprit très particulier. Nous arrivons à Niolon, à quelques encablures de la cité phocéenne. Au milieu du 19e siècle, on a construit ici un ensemble fortifié destiné à défendre la rade de Marseille. Par la suite, le train a permis de le ravitailler. En 1942, l'occupant allemand réaménage le fort et la batterie. Le dispositif de défense est complété par plusieurs blocos. Les fortifications appartiennent aujourd'hui au Conservatoire du Littoral. Elles abritent le plus grand centre de plongée de France. Donc en fait, ce qu'on voit là juste derrière moi, c'est un véritable bunker allemand qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est resté là qui a surtout servi bien sûr durant l'occupation, comme bon nombre en fait de postes qui étaient répartis sur toute la côte bleue, qui servaient en fait à surveiller au large le potentiel débarquement d'Alliés. Et bien sûr, quand les Allemands sont repartis au moment du débarquement, il n'y a jamais eu beaucoup de combats ici, mais pour autant, ils sont repartis et ce bunker, il est resté là, il a toujours été là, et il n'y a jamais eu vraiment de projet de le détruire, parce que c'est une entreprise colossale en fait de détruire un bâtiment de ce style. Si on s'inscrit à un séjour de plongée, il est possible de dormir dans un bunker au bord des calanques. C'est bon, ça roule. Donc comme je disais, il nous reste deux choses à voir donc ce matin, c'est donner de l'air. Nous accompagnons Christophe pour son cours de plongée. Les stagiaires du jour sont surtout des débutants. Avec la vraie sensation de stabilisation. Ok ? À partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui n'a plus d'air, on se dépêche quand même d'aller vers lui, d'accord ? On ne prend pas son temps, on ne prend pas son machin. Et quand on arrive, on ne lui donne pas le détendeur comme ça, d'accord ? N'importe comment. On arrive, on l'attrape et on donne de l'air. Et on prend. Parce qu'en fait, quand on va tenir une petite apnée, il est préférable que les poumons soient bien pleins. Ça marche ? Donc, j'ai l'embout dans la bouche, il aspire, je lui dis j'ai plus d'air. Donc tu aspires, tu me tiens, on approche le détendeur, je mets en bouche, je souffle. Je m'en vais, il remet en bouche. D'accord ? Et il ne me lâche pas. Il me tient toujours. Le centre peut accueillir 250 stagiaires. Pour aller aussi. Ça lui a conféré des super pouvoirs. Par contre. Le site est particulièrement adapté à la formation des néophytes. La particularité, c'est qu'en fait, là sur la côte bleue, on a des eaux qui sont assez calcaires. Donc ça permet tout le récif, enfin tout ce qui est tombant coralligène, d'être assez fourni spécifiquement sur les faces nord en fait. Et ce qui fait que sur la côte bleue, ça fait partie des endroits où on trouve énormément de corail rouge par exemple. Donc c'est une faune qui est assez riche, une faune fixée qui est assez riche. On voit peut-être moins les gros poissons. Ici c'est assez facile pour apprendre parce que pour les débutants par exemple, on fait beaucoup de choses du bord. Comme ça, on n'a pas l'embêtement du timing du bateau, éventuellement des gens qui craindraient un peu la mer, qui craindraient un petit peu tout ça. Tous les débutants, on fait beaucoup de choses du bord et ça facilite véritablement. Elle fait 7,5 de... L'objectif est de découvrir en commun la beauté du monde sous-marin. Les amphores proviennent des toutes premières campagnes de fouilles archéologiques sous-marines menées dans l'archipel du Riou par le commandant Cousteau.
Elles n'ont plus d'intérêt scientifique, mais permettent aux plongeurs de ressentir le frisson des découvreurs. Le viaduc de la Vesse nous rapproche encore un peu plus de Marseille. Plus que jamais, le train semble un trait d'union entre le bleu du ciel et les eaux turquoises de la Méditerranée. Le bleu est encore plus pur quand le Mistral se met à souffler. Tous les nuages, humidité et pollution sont chassés au large. Et de la même manière, les eaux de surface de la Côte Bleue sont aussi chassées au large. Ce qui fait que remontent les eaux de surface. Et du coup, on arrive à avoir ces couleurs magnifiques, des tombants calcaires et une eau claire, bleue et limpide. Et c'est d'ailleurs bien cela qu'a remarqué Cézanne lorsqu'il est venu à l'Estac. Et il est venu rechercher les couleurs spectaculaires qu'on a sur cette partie de la côte ouest de Marseille. Sur le massif de l'Estac et de la Côte Bleue. La gare de l'Estac date du milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'Estac est englobé dans la ville de Marseille. Entre 1870 et 1910, le hameau de pêcheurs fut l'un des lieux de naissance de la peinture moderne. Une soixantaine d'artistes ont immortalisé ce quartier pittoresque dans plus de 320 tableaux. Paul Cézanne, provençal de naissance, a peint le golfe de l'Estac à de nombreuses reprises. La lumière exceptionnelle, la variété des motifs et des couleurs n'ont cessé de fasciner les peintres. Cézanne a séjourné régulièrement à l'Estac pendant plus de 15 ans et a fait venir d'autres artistes. Parmi eux, Auguste Renoir et Claude Monet. Plus tard, Raoul Dufy viendra lui aussi peindre sur le motif, comme on dit alors. L'Estac a conservé ses airs de village. Un charme discret auquel notre guide n'est pas indifférent. À la sortie du travail, les habitants aiment siroter un verre entre amis à la terrasse des cafés. Je suis arrivé à l'Estac à 7 ans et donc sans vraiment de racines. Et oui, j'ai fabriqué mes racines à l'Estac. Et c'est ça qui fait qu'il y a une âme, quoi. Il y a une âme de village. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par l'Estac. Robert Guédiguian aussi a fait de nombreux films à l'Estac, donc des peintres qui sont venus. Il y a une âme à l'Estac. Une âme qui fait qu'on ressent des vibrations et ces vibrations, ensuite, on les exprime. Chacun à ses manières, soit dans la peinture, soit dans des films, soit dans des livres, puisqu'il y a aussi des écrivains. Et moi, par le patrimoine de la ligne de la Côte Bleue. La beauté de ce quartier font que ça nous génère une âme et on a envie de faire vivre cette âme. En 1906, un autre peintre vient s'installer à l'Estac sur les traces de Cézanne. Il s'agit de Georges Braque. C'est ici qu'il va peindre en 1908 un tableau resté célèbre dans l'histoire de la peinture. Geneviève, une amie d'Éric, nous explique l'origine de cette œuvre. Alors c'est une histoire fortuite, c'est-à-dire que Braque s'est mis à changer sa façon de travailler. Il s'est mis à travailler avec une peinture beaucoup plus réduite que 2 tons, 3 tons, des ocres, des verts, des gris. Il a structuré ses tableaux de façon très différente, c'est-à-dire assez raide, peu de détails, pas d'anecdotes, une impression d'empilement, donc une impression de petits cubes, donc le mot cubisme. Maison à l'Estac est considérée comme la première œuvre cubiste. Et puis l'industrialisation rattrape le village de pêcheurs.
Peu à peu, les artistes désertent les lieux. Marseille est la deuxième plus grande ville de France et la plus ancienne. Les origines de la cité phocéenne plongent loin dans l'Antiquité. Et cette ville-monde reste à l'image de son histoire, celle d'un carrefour migratoire. Au milieu des années 1960, la population de la ville explose. Les conditions de vie se dégradent et l'insécurité augmente. Mais ses habitants gardent en commun une farouche indépendance et la fierté d'être marseillais. J'adore ma région, j'adore le TER. Ça fait partie de moi d'être au contact des gens qui habitent au même endroit que moi, de pouvoir faire le nécessaire pour les acheminer du mieux possible et puis rester en contact avec la Côte Bleue et ses paysages. Nous voici arrivés au terme de ce trajet d'un peu plus d'1 heure en gare de Marseille-Saint-Charles. 20 millions de passagers passent chaque année dans ces lieux. Parmi eux, Frédéric de Saucé-les-Pins, la fidèle abonnée de la ligne. Marseille est le point de départ idéal pour un voyage en train sur la Côte Bleue. La gare trône sur une hauteur qui domine la ville. On y accède par ce célèbre escalier. Le trafic de la cité phocéenne est fidèle à sa réputation. Il y a 90 ans, dans leur livre « Bourg von der Riviera », Erika et Klaus Mann écrivaient au sujet de Marseille. L'entrée en voiture tient de la catastrophe mineure. Si vous arrivez entre 17 et 19 heures, c'est infernal. Aujourd'hui, rien n'a changé, ou presque. Heureusement, il suffit de grimper dans le train de la Côte Bleue pour prendre la tangente et suivre la mer, le temps d'un rêve.